Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer un excellent 60 minutes ensemble, puisqu'on a le plaisir d'être avec Doc Boucher, le spécialiste du petit gros! Salut, Denis Boucher! Salut, Yannick. Comment ça va? Ça va pas pire. Quand tu me présentes de même, je sais pas, je dirais que ça égaye l'environnement et la journée. Ouais, mais toi, avec ton trademark comme ça, le spécialiste du petit gros, tu peux pas devenir gros, là. Non, c'est... Parce qu'à un moment donné, les petits gros vont te le reprocher. Là. Ben, je peux pas. Ben, écoute, il y a un de mes chums qui me disait ça. Il dit, je vais avoir 60 ans à la fin du mois, là. Puis je suis très cote pour un gars de 60 ans. Puis, un de mes chums me disait, ouais, mais Denis, pourquoi t'es discipliné de même? Je disais, avec la job que j'ai, là, est-ce que je peux me permettre d'être gros? Ouais. De me laisser aller? Il faut que que je représente ce que je prône. C'est ça, tu représentes ton entreprise, là? Exactement. Ouais. Donc, je peux pas me permettre... il y a très longtemps, tu me rappelles, quand j'avais lancé mon gym, il y a un éducateur physique qui vient pour se faire embaucher. Puis, il y a la bedaine, la grosse bedaine, là. Le gros ceinturon, là. Vraiment, vraiment hot, là. Tu sais, genre, s'il mesure 1m70, il y a un tour de taille dans 1m65, là. Presque aussi rond, il est presque aussi rond qu'il est long, là. Tu dis, calique, tu représentes pas pantoute ça dans quoi tu étudies. C'est assez impressionnant. Mais il y a beaucoup de gens qui ont énormément de connaissances. Pourquoi c'est si dur dans la société? Là? Il y a énormément de gens qui ont des connaissances. Là. Moi, j'ai eu des gens qui ont étudié, qui ont été mes profs dans mon domaine, qui sont morts de maladies cardiaques, qui n'étaient pas capables de mettre en application leurs connaissances. Ah, des fois, c'est weird, là. Mettons un exemple flagrant là, qui a passé régulièrement dans l'actualité du temps où il est arrivé ministre de la Santé, qui était embarré. Ah oui! Quand il est arrivé, là, c'était... bon, on a beau dire qu'il ne faut pas avoir de préjugés et tout ça, mais là, ministre de la Santé, le gars, il est atteint d'obésité morbide. Oui. Tu dis, à ta peur, là, puis le Gaétan Barrette s'est pris en main. Là, je ne sais pas Oh, si c'est oui. en raison des commentaires qu'il avait eu, puis de la pression extérieure que les gens exerçaient sur lui, mais il s'est pris en main, puis il n'a pas voulu vraiment dire qu'il avait fait une chirurgie bariatrique, là, mais il y a de fortes chances qu'il ait fait la fameuse chirurgie bariatrique. Puis ça avait bien été par la suite, il avait perdu énormément de poids, mais il y a d'autres exemples comme ça. Astifi, je n'avais un à te donner. Mais bref, Gaétan Barrette, ça a été marquant. Oui. Tu te dis, hey, attends un peu, là, toi, t'es supposé d'être ministre de la Santé, puis tu t'es comme tout le contraire. De ça, oui. De ça. Alors qu'on disait, non, mais faut pas juger. Ben, attends un peu, là, faut pas juger. Faut qu'il donne l'exemple quand même. Là. Carrément. C'est là que tu vois qu'on n'a aucune prévention dans le domaine de la santé. Hey, fumez pas la cigarette, ça donne le cancer. Le gars, il dit ça en fumant sa cigarette. Carrément le contraire. Ouais, c'est assez spectaculaire. Là. Ouais. Comment les bottines ne suivent pas les bobines, ou peu importe, là, tu connais le dicton. Là. Ouais. Mais est-ce que c'est vrai que parce que souvent, il y en a qui disent, ben, c'est pas parce que tu as une taille fine puis que tu as des muscles saillants que tu es nécessairement en forme. Souvent, on entend ça. Ouais, ben écoute, c'est sûr que si tu étais. Mettons que tu prends un culturiste qui arrive à la fin, là, qui a fait une sèche, là, puis qui a de la misère à monter sur le stage, là, rendu là, c'est pas santé. Oui, c'est pas vraiment extraordinaire. Les apparences sont belles, mais quelqu'un qui s'entraîne, qui est mince, qui fait attention à son alimentation, qui gère bien le stress, qui a une bonne qualité de sommeil, là, écoute, il est nettement plus en forme que n'importe qui sur la planète. Là. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment... Ton gage de condition physique et de santé, c'est plus t'es mince, plus mieux c'est. Pas maigre, tu comprends? Je ne parle pas d'avoir pas de gras sur le corps, des abdominaux découpés. Être mince, un pourcentage de gras, santé. Et là, tu mets tous les avantages de ton côté. Pour toi, ta santé, ta longévité. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'arrivera rien. Tu sais, moi, je fais tout. Là. Tout ce que je peux contrôler, je le contrôle. Mais mon père a eu 3 cancers. Ça, tu peux pas contrôler ça. Ça, je peux pas contrôler ça. Est-ce qu'il y a une génétique saillante là-dedans dans notre famille? Probablement. Est-ce que je peux me ramasser avec un cancer? Même si je fais tout? Oui, possiblement. T'sais, mais je vais contrôler. J'exigerai pas devenir obèse, pas faire d'exercice, fumer, tout ça qui va venir exacerber la génétique qui est peut-être prédisposée à ça. Je vais faire attention, je vais contrôler ce que je peux contrôler. Tu peux-tu rester en santé, en bonne forme physique, quand tu bouges pas? Non. Non, c'est impossible. Parce que tu vas avoir une diminution de ta condition physique, une diminution de ta masse musculaire.
Si ta masse musculaire diminue, ta condition physique diminue, le meilleur prédicteur de la longévité, c'est ton niveau de condition physique. Donc, une bonne masse musculaire. Et si tu n'as pas ça, tu es fini. Donc, il y a tout un strict minimum à faire. Carrément. Tu sais, le threshold, excuse-moi, la ligne de démarcation, c'est les 70 ans. Où là, tu as une baisse marquée de la masse musculaire, année après année. Et si tu ne fais pas d'exercice, tu n'es pas habitué à faire de l'exercice, tu vas dépérir plus vite que les autres. Parce qu'on dirait que plus on vieillit, plus on veut du confort. T'sais. On dirait que plus on vieillit, moins on fait des sports qui sont peut-être intenses, puis là on transforme ça en mettons, sport au loisir un peu moins intense. Puis alors qu'on devrait peut-être essayer de s'éloigner de ce modèle-là. Là, plus on vieillit, plus on essaie de s'approcher de la porte d'entrée du centre d'achat. Oui. Ça fait 10 fois que tu fais le tour parce que tu cherches un stationnement en face de la porte d'entrée du centre d'achat, mais comme tu vieillis, il faut que tu gardes la forme. Ton geste devrait être de t'éloigner le plus possible de la porte d'entrée du centre d'achat, puis après ça, marcher jusqu'à la porte d'entrée. Ce petit détail-là que tu mentionnes, là, Yannick, là, peut faire toute une différence dans une vie. Parce que la sédentarité, il y a différents types de sédentarité. Tu peux être assis à la journée longue et rien faire, c'est sédentaire. Tu peux être assis généralement la journée longue, mais te lever régulièrement, monter des escaliers, descendre des escaliers, te lever pour aller faire ci, aller marcher pour aller faire ça, c'est plus la même sédentarité. Déjà, tu viens de te donner des outils à travers une vie sédentaire pour maintenir une bonne condition physique. Et le fait que tu arrives au centre d'achat, tu dis, je me stationne au bout là-bas et je vais marcher, bien déjà, c'est des pas de plus que tu fais. Des pas de plus. J'ai juste une réflexion en fin de semaine. Je faisais mon lavage, je faisais le lavage des gars aussi. Écoute, j'avais du stock à n'en plus finir. Puis là, je pliais, puis mettons, du rez-de-chaussée jusqu'en haut, il y en a un sacrément des marches. Là. Oui. Puis là, ben, je faisais l'aller-retour, je me disais, quand je vais être vieux, je vais-tu garder cette maison-là ou ben, je vais me prendre un plein pied comme tout le monde? Ouais. Souvent, je disais, si tu veux tuer tes parents quand ils vieillissent, là, parce que tu commences à avoir peur pour eux autres, empêche-les d'aller faire l'épicerie à pied, empêche-les d'aller faire telle activité ou quoi que ce soit. Là, t'es tu. Parce que la règle, c'est utilise ton corps au père-là. Si tu ne l'utilises pas, il dépérit. Le corps est fait pour être stimulé. La masse musculaire, c'est la chose qui vieillit le moins vite si tu l'utilises. Donc, plus tu t'entraînes, puis je ne te parle pas de faire des entraînements d'imbéciles à t'épuiser, c'est vraiment de stimuler ta masse musculaire régulièrement en montant des escaliers, en marchant, transportant des charges, en jardinant. Ouais. C'est comme ça que tu gardes ta condition physique. Des choses simples. Ouais, encore chance que tu es là pour me le rappeler. Parce que c'est ça. T'sais, en fin de semaine, je me disais, voyons donc, tabarouette, j'ai tellement de marches à monter. Mais j'ai 60, 70 ans, je vais-tu quand même rester dans une maison avec autant de marches? Puis je me dis, ben, tant longtemps que je vais être capable de le faire, ça va me laisser en forme, ça. Sais-tu, la chose la plus importante quand tu vieillis, c'est ton changement de mentalité par rapport à l'exercice. Parce que la société prône beaucoup la performance. Et si toi, tu restes dans un mode où tu te dis, il faut que je performe à l'exercice, il faut que je me dépasse tout le temps, la vieillesse va te rattraper parce que ton corps ne sera jamais capable de suivre ça. Mais si tu te mets dans l'idée que la chose la plus importante, c'est de rester actif et que tu oublies la notion de performance, ouais. Tu viens de te garantir une qualité de vie à long terme. C'est un état d'esprit, un mindset, excuse l'anglicisme, qui est très différent. Puis arrivé à un certain âge, tu ne peux plus être dans un mode de performance. Non, c'est ça, exact. Hey, il est paru un article dans les journaux de Québécois, je pense que c'est dans la rubrique Argent. On disait que de plus en plus, les jeunes cancellent le déjeuner. Le déjeuner ne semble plus intéresser les jeunes. Ouais. Quel dommage que ça peut faire à long terme de ne pas déjeuner. Bien, ton cerveau, c'est 20 à 30 de ta dépense énergétique. Donc, tu t'en vas à l'école le ventre vide et tu espères avoir une superbe concentration à l'école. Oublie ça, il n'y a rien qui fonctionne. Tu n'apprendras rien, tu ne retiendras rien. Est-ce que le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée? Ben, tu as dormi toute la nuit. Tu n'as rien mangé pendant 12 heures à peu près. Ouais. Tu arrives le matin, tu pars, tu t'en vas à l'école, tu n'as rien dans le ventre. Ça veut dire que tu n'auras rien dans le ventre pendant quoi? 18, 20, 18 heures? Ouais. Ça n'a pas de sens. Et le cerveau des jeunes, si tu prends les adolescents, jeunes et adolescents, il est en plein développement. Les neurones sont en plein développement, en train de créer leur connexion pour l'apprentissage. Pour ça, ils ont besoin d'énergie. Arrivé à l'adolescence, les besoins énergétiques sont majeurs et tu t'en prives. Et souvent, pourquoi les jeunes s'en privent? Quand mes petits-enfants viennent à la maison, là,
Ouais. S'ils ont le téléphone dans les mains en partant seulement le matin, ils ne veulent pas déjeuner. Fait que c'est non, tu tasses ton téléphone, tu viens déjeuner. Parce qu'ils sont déjà drogués, ils ont déjà une stimulation qui les met hors connexion avec leurs besoins énergétiques, leurs besoins biologiques. C'est pour ça qu'il faut que tu crées l'habitude. Et c'est pas parce qu'ils te disent qu'ils n'ont pas faim que tu les autorises à ne pas manger. C'est tasse ton téléphone, tu vas avoir ton cellulaire, tu vas avoir ta tablette après avoir déjeuné. Puis qu'est-ce qui est le mieux, Doc? Parce que, tu sais, de ce que je comprends, c'est que les jeunes ne déjeunent pas, puis des fois même ils dînent à peine, puis ils préfèrent grignoter plusieurs fois dans la journée. Bien, tout dépend du nombre de calories qu'ils ont. S'ils sont en carence de calories, ça ne fonctionne pas. Tu sais, si tu as un jeune qui a besoin de 2000 calories, qui en bouffe 1000, il n'y a pas un cerveau qui peut se développer, il n'y a pas un corps humain qui peut bien se développer. Tu peux avoir des carences nutritionnelles qui vont apparaître. Et ça ne fait pas de sens. Donc, bouffer, manger est un aspect important de la vie. Et si tu ne manges pas assez de fruits, pas assez de légumes, tu n'as plus une alimentation santé. Donc, très jeune, tu t'orientes vers l'obésité. Écoute, c'est 54,6% des millennials. Fait que c'est 1981-1996 qui ne déjeunent pas. C'est épouvantable. C'est épouvantable. J'en reviens pas. Ouais. Puis la vieille génération sont à 7,8%. Ah, parce qu'on a été éduqués, nous autres, à manger. Là. Ben, moi, je me considère dans la vieille génération. Là. On a été éduqués à manger alors que c'est comme la base. Là. Oui, c'est ça. Exactement. Café comme boisson préférée pour le petit déjeuner. La plus grande génération, c'est quoi? Des gens qui sont nés entre 1900 et 1945. Il y en a de moins en moins. Ça, c'est 80% qui prennent le café le matin. Les baby boomers, c'est 66%. Génération X, dont on fait partie, 55%. Les millennials, 46%. Puis la génération Z, donc 97 à 2005, c'est 30,4%. OK. J'ai rien contre le café, sauf quand tu es rendu à 6 par jour, ça accélère considérablement ton rythme cardiaque. À 8, tu arrives avec possiblement des symptômes d'anxiété. Puis à 12 par jour, j'ai des gens qui présentaient des sérieux problèmes d'anxiété. Quand je leur ai dit de couper le café, ça a tout disparu. Alors, répète-moi ça. Là. Tu me dis, tu n'as rien contre le café. J'ai rien contre le café. En passant, c'est la drogue la plus... Attention à ce que tu vas dire. C'est la drogue la plus vendue dans le monde, le café. Le thé avant. C'est le thé avant? Le thé avant, le café après. OK. De mémoire. Là, tu parles d'une des drogues les plus vendues dans le monde. Bon. Ouais. Qu'est-ce que tu dis contre ma drogue préférée? Contre ta drogue préférée? Écoute, mais je vais te dire une bonne chose pour ta drogue préférée. Je bois avant que tu m'en parles parce qu'après ça, je ne voudrais plus goûter. Sur le plan de la performance sportive, c'est la drogue la plus efficace. Plus que la créatine, plus que les protéines que tu vas prendre, plus que tout autre. Le café, c'est la drogue la plus efficace. Ouais, mais tu ne dépasses pas 2 doses de café. OK? Mais là, quand tu arrives à 4 cafés, là, tu vas avoir des accélérations du rythme cardiaque. Tu vas avoir une surstimulation à 6 cafés. On s'entend que là, ton cœur bat un petit peu plus vite que la normale parce que c'est un stimulant. Puis là, tu es toujours sous stimulation, tu as toujours l'impression d'être un petit peu sous adrénaline. Puis là, tu t'en sers, tu as gardé réveillé, tu es rendu à 8 cafés, tu pourras avoir des symptômes d'anxiété. À 12, oublie ça, là, tu te sentiras pas bien dans ta peau. Tu as un effet d'habituation. Est-ce que tu les as quand tu es en surdose ou quand tu es en manque de caféine? Puis moi, je vais être très honnête avec toi, la fin de semaine, des fois, c'est 1 ou 2 par fin de semaine. Mais la semaine, c'est 3-4 par jour. Ouais. Mais j'ai pas de problème pour dormir, puis je sens pas l'anxiété. Mais est-ce que je me nuis en prenant 3-4 cafés par jour? Tu es juste dans la zone acceptable. Je suis dans la zone acceptable. Ouais, tu n'as pas de symptômes, ça ne t'empêche pas de dormir, tu n'as pas d'anxiété. Tu ne te sens pas sous stress extrême, tu n'as pas de problèmes cognitifs qui viennent avec il y a un problème qui se présente, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Tu as un certain contrôle sur toi et sur ton environnement. Tu es dans la bonne zone pour toi. Tu es passé 4 à 6, je suggère de ralentir. Ouais. Tu sais, j'avais arrêté le café latte. Ouais. Tu sais, j'avais été en vacances, puis là, j'avais pris un genre de 17 livres. Je me disais, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Puis d'habitude, je revenais, mais après 2-3 semaines, je reprenais mon poids tout à fait normal en vacances. Tu bouges un peu moins, tu manges énormément, puis tu en profites sur le dessert. Je suis en vacances. Fait que j'étais revenu, j'étais plein, hein, comme on dit. Puis j'avais switché du café régulier au café latte. Ouais.
Puis je trouvais ça bon, moi, le café latte. Fait que c'était 3, 4, 5 cafés latte par jour. À la job, il est gratis, nous autres. Fait que Tu n'avais pas calculé les calories. Fait que tu comprends que j'abusais. Là, je voyais, OK, comment ça, je suis pas capable de perdre mon poids? Jusqu'à temps que je tape sur Google, café latte, calories, 100. Ouais. C'est 100 calories par café latte. Ouais. Moyenne 120, dépend ce que tu vas mettre dedans. 120, fait que t'es rendu à 4, là, mettons, par jour. Là. Ouais. T'es rendu à 400, 404 à 500 calories vides. Plus que ce que je mangeais par jour. Tu n'as pas besoin de plus que 2000 calories par jour. Ouais. À part ce que tu mangeais. Okay, oublie ça, t'es fini. Les gens s'imaginent pas. Nos ancêtres buvaient de l'eau. C'est dans l'ère moderne qu'on a commencé à boire du liquide avec des calories. Notre corps n'est pas constitué pour ça. Ce qui fait que les calories sont rapidement absorbables et on ne s'en rend pas compte parce qu'il n'y a pas de densité alimentaire. Donc, tu vas prendre 1000 calories en liquide, ça se peut que tu ne le vois pas passer. Puis tu vas arriver à manger ton autre 2000 calories par jour, puis tu vas te ramasser, tu as 1000, 1200 calories de plus dans ta journée, puis tu engraisses, tu ne sais pas pourquoi, parce que tu as l'impression, hey, moi, je ne mange pas beaucoup. Non, non, tu as l'impression de ne pas manger beaucoup, mais tu ingurgites un nombre de calories astronomiques parce qu'il y en a beaucoup dans les liquides que tu bois. Non, c'est la même affaire, café, citrouille, Starbucks, toutes ces affaires-là. Ça va être l'enfer. J'en ai vu à 350, 400 calories. T'en prends deux, là. Imagine la femme qui a besoin de 1400 calories. Là. Ouais. Elle vient de se rentrer 2 boissons à 300 calories. Elle a presque la moitié de ses calories rentrées en liquide. Ça ne sera pas suffisant dans sa journée, ça ne marche pas. Et là, les gens se demandent, ben, pourquoi j'ai tant de misère à maigrir? C'est parce que tu n'analyses pas tout ce que tu manges. C'est pour ça que c'est important, je dis à mes clients, quand tu commences, faire pendant les premières semaines un journal alimentaire pour que tu réalises tout ce qui rentre dans ta bouche en termes de calories. Et l'évolution a fait que beaucoup d'aliments, puis surtout dans notre moderne, les aliments raffinés, beaucoup de calories, et notre métabolisme est très économique. C'était la méthode de survie. Je dépense le moins possible de calories pour que dans l'alimentation, on vienne combler ces besoins-là rapidement. Mais aujourd'hui, tu peux en rentrer des calories, mais ton métabolisme n'augmente pas plus. On est vraiment dans une société qu'on appelle obésogène. Moi, j'appelle ça l'usine de production de gros. C'est que ça n'arrêtera jamais. Là. Je ne vois pas comment, dans la société actuelle, on va être capable de ralentir la progression de l'obésité. C'est tellement hallucinant. Tout le monde voit ses pilules, Doc. Je veux dire, c'est rendu comme ils veulent la pilule universelle qui va essayer de régler tout. Tu sais, l'Ozempic, on en parle encore. C'est revenu dans l'actualité la semaine passée. Les médecins continuent de prescrire de l'Ozempic, mais ils prennent pas, ils éduquent pas leurs patients qui prennent de l'Ozempic. C'est-à-dire que là, avec ça, ça se peut que votre masse musculaire diminue. Fait que c'est important de continuer à faire du sport, faire des efforts supplémentaires. Mais ils ne le savent pas. Ben, les médecins doivent le savoir. Non. Je te garantis que la majorité ne le savent pas. Parce que c'est pas la physiologie. Un médecin, là, c'est un spécialiste des diagnostics. Okay? Moi, j'ai fait beaucoup de formations des médecins en physiologie. Il y a énormément de choses qu'ils ne savent pas. Ben, ils ne peuvent pas tout savoir. Mais l'impact du médicament sur le patient, il est supposé le savoir. Ben, ça diminue la masse musculaire. On le dit là, mais je ne sais pas. Il faudrait que je fasse un sondage, mais je serais très étonné qu'ils tiennent compte de ça, qu'ils le savent, que la plupart le savent. Tu sais, vraiment, là. Puis que ça peut amener ce qu'on appelle l'obésité sarcopénique. Ta masse musculaire est tellement basse que tes muscles sont plus capables de te lever même si tu as perdu du gras. Et, parce que dans le fond, leur premier but, tu arrives avec un obèse morbide qui n'est pas capable de se contrôler. Le but du médecin, c'est de le sauver de lui-même. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le médicament le plus efficace. Il va dire, notre première étape, c'est de te faire maigrir pour essayer de ramener tes paramètres métaboliques, ton cholestérol, ton diabète dans la bonne zone. Ouais. Mais as-tu pensé toute la prise en charge que ça prend pour commencer à discuter avec ton patient, de dire, hey, on va vérifier ta masse musculaire parce que dans les cliniques médicales, ils n'ont pas les outils pour le faire. Puis le médecin, il n'a pas le temps. Des patients ont 10 minutes. Il n'a pas le temps de faire de l'éducation, donc ça te prend une équipe multidisciplinaire. Mais où on va faire ça? Il n'y en a pas tant que ça. Il y a des cliniques qui sont en train de s'organiser pour ça. Je le sais parce qu'il y en a qui m'en parlent, puis ils essaient des stratégies. Mais on est toujours confronté avec le fait que les gens, même si tu leur donnes des conseils, tu leur demandes de modifier leurs habitudes de vie,
On est dans un monde où ils ne veulent pas le faire. Mais tu sais, faut être alerte, puis juste pour en revenir au café, tu sais, je me suis rendu compte que c'était vraiment mon café laité qui faisait en sorte que j'étais pas capable de perdre ce que j'avais pris en vacances. Mais remarques-tu, Yannick, toute la réflexion que ça prend? À quel point c'est facile de prendre 3-4 cafés latte, rentrer 800 calories en liquide, Ouais, pas jamais dans te poser, pas t'en rendre compte. Ça prend tout un effort mental de dire, OK, je vais prendre ma santé en main, il faut que je réfléchisse à mes comportements. Ben toi, c'est toi qui me joues dans la tête. Non, mais je cherche pas loin. C'est depuis que je fais les chroniques avec toi, puis je t'écoute quand t'es avec la gang de Jeff, tu sais, puis à cette heure, je prends conscience de ces affaires-là, mais avant, je ne le savais pas. Avant, là, Denis, je buvais pas d'eau. Moi, mon eau, je la prenais dans mon café. Mon eau, je la prenais dans mon petit Coke Zéro. Mon eau, à cette heure, je bois de l'eau à cause de toi. Parce qu'avant, je me disais, ben regarde, le café, il y en a de l'eau. Fait que, mais c'était pas de l'eau. Il y en a. Il y en a, mais oui. c'est important de boire de l'eau. Carrément. Puis mon corps se porte beaucoup mieux depuis que je bois de l'eau. Ah oui? Alors qu'avant, des fois, 3/4 du temps, j'étais déshydraté. Je m'en rendais pas compte. Ouais. Puis je joue au hockey, là. Je joue au hockey, je suis sur le banc des fois, puis écoute, je peux peut-être prendre 1 ou 2 gorgées là, parce que je trouve que je pue la gueule, là. Mais c'est pas pour m'hydrater. Non. Puis là, je m'hydrate, une petite bière. Mais c'était ça. Ouais. J'avais besoin d'un Denis Boucher dans ma vie. Quand je faisais beaucoup de cliniques, ma balance, une balance impédance médicale, c'est très dispendieuse. Ouais. Et on avait le taux d'hydratation global dans le corps. Et les gens qui sont déshydratés, parce que tu as un taux d'hydratation, tu as un taux de déshydratation, les gens qui sont à la limite, là, pas loin de la déshydratation ou dans la déshydratation, là, sont nettement moins fonctionnels dans le quotidien. Beaucoup plus de troubles du sommeil, beaucoup plus de troubles d'anxiété, beaucoup plus de fatigue. Les intestins, le foie, ça joue un rôle sur tout. Ça joue un rôle sur tout. Et là, tu vois, les gens, au lieu d'aller vers l'hydratation, je vais te donner un exemple. Si tu es déshydraté, tes selles, tu as de la misère à aller à la selle. Tu dis que tu es constipé. Ben, si tu n'es pas hydraté, tes selles vont avoir de la misère à rester humides. Fait que tu arrives avec des selles sèches à l'intérieur. Parce que le corps s'en va chercher l'humidité là où elle est disponible. Ben oui. Yesh. Donc, puis là, les gens. On continue à boire de l'eau, gang! Tu sais, là, on est dans le microbiote. On parle beaucoup de microbiote. Oui, je suis bien d'accord. Puis, tu devrais prendre tel supplément. Oui, mais est-ce qu'on peut regarder à la base? Est-ce qu'on peut regarder l'hydratation? Est-ce qu'on peut regarder la consommation de fruits et de légumes? Est-ce qu'on peut regarder s'il y a une consommation de noix, d'amandes, de grains complets pour qu'on ait les fibres nécessaires puis que l'intestin puisse faire le travail avec lequel il est habitué de faire? Mais on va pas là. Parce que c'est trop compliqué. C'est plus facile de dire je vais aller me prendre un probiotique avec lequel je vais rajouter un prébiotique puis je vais prendre une telle autre affaire. J'ai rien contre ça, parce que les probiotiques, c'est excellent. Mais tu n'as pas fait le travail de base. Et tu te demandes pourquoi ça va mal. Bien, ça joue un rôle. Tout ça joue un rôle. Et c'est comme on ne le regarde pas. Moi, je l'ai appris avec les années, parce que ce que je te parle là, c'est des choses que j'ai découvertes, parce qu'on n'en parle pas tant que ça dans la littérature. Tu vas avoir quelques recherches de temps à autre, mais quand j'avais une problématique particulière, c'est là que j'allais fouiller, OK, qu'est-ce qu'on dit sur l'hydratation en relation avec telle chose? Tu n'as pas des tonnes de recherches, mais tu regardes et la santé, c'est un contexte global dont il faut que tu tiennes compte. Et une affaire aussi anodine que l'hydratation peut faire en sorte que tu ne te sentes pas bien dans ta peau ou que tu es en pleine forme. Mais c'est comme du détail que les gens ne sont pas intéressés. Ouais, et en même temps, des fois, ça prend des gens comme toi ou, mettons, un médecin omnipraticien qui va dire, ben là, tu bois-tu la bonne quantité d'eau chaque jour? J'ai un de mes amis, en fait, c'est pas un de mes amis, ça. Mettons un proche qui était un de mes étudiants au collège. Écoute, c'est un bodybuilder, là. Il s'entraînait là, comme pas possible. Quand tu disais, tu sais, il fallait qu'il fasse de la sèche, là. Oui. Bon, ben lui, t'avais l'impression qu'il était sur la sèche 365 jours par l'année. Il voyait les veines du cou, il voyait les veines chaque bord de la tête, il était musclé pis tout. À un moment donné, le médecin il a dit, là, c'est parce que tes reins ne fonctionnent plus. Voilà! Puis là, il savait pas pourquoi. Il dit, ben, tu prends-tu la créatine? Ouais, je prends la créatine. Tu prends-tu des produits pour t'entraîner, des protéines? Ça? Ouais, ok. Tu prends ça avec quoi? Ben, un petit peu d'eau. Moi, j'aime pas l'eau. OK, fait qu'il dit, toi, tu te bourres de créatine, tu te bourres de protéines au chocolat, toutes ces affaires-là, mais tu mélanges pas ça avec rien en grande quantité. Hein?
Non. Puis tu sais que créatine, protéines, la plupart des gens en prennent trop. Ce qui fait que l'excédent doit être éliminé par les reins, par l'urine. Mais à un moment donné, ça devient des grosses molécules en trop grande présence qui vont venir affecter les reins. C'est parce que si tes reins ne marchent plus, Doc, t'as un T'es méchant t'es problème. mort. Ah oui, t'es mort, t'es fini. T'es fini. Tout ça, un impact. Tout ça pour des apparences. Là. Qu'avoir des gros muscles, être découpé, c'est beau, mais comme on dit, la santé n'est pas dans les extrêmes. La santé n'est pas dans la sédentarité puis à manger, à en plus pouvoir, et elle n'est ni dans l'extrême d'avoir des muscles hypertrophiés Ouais. et être super cut. Parce que là, tu es avec. Tu n'as pas le choix de prendre des stéroïdes là, quand tu vas être rendu énorme. Mais ça, il n'y a rien de santé là-dedans. Moi, c'est toujours la voie du milieu. Dans le milieu, intelligemment, tu ne te prives pas de nourriture, tu gères ton alimentation en fonction des besoins de ton métabolisme, tu t'entraînes à basse intensité régulièrement, tu vas obtenir des résultats spectaculaires. Bien plus que l'autre extrême. Mais les produits que les gens ingurgitent, là, c'est-tu des produits qui sont sécuritaires? Quand tu respectes la posologie, là? Ben si, OK. Tu sais, comme la créatine, là, faut que tu boives ça dans du jus, mais c'est une bonne quantité de jus. Là. Oh oui, mais tu sais, la créatine, je te donne un exemple. Il y en a qui vont prendre ça à coup de... Ils vont prendre la quantité que tu as besoin d'un mois dans une journée. Tu sais, parce que la créatine, le ça corps se... ne peut pas prendre plus. Là. Non, c'est ça, parce que la créatine se stocke dans les cellules musculaires. Mais il y a une limite à la créatine que tu vas stocker. Parce que c'est la première source d'énergie que tu vas utiliser en travail musculaire. Mais tes cellules musculaires ont une capacité maximale de stockage. Et c'est pas parce que tu en prends 3 fois, 4 fois, 5 fois ou 10 fois la dose que tu vas en stocker davantage et que tu vas être plus efficace. Non, tout ça va être éliminé dans les urines. C'est ça. À un moment donné, le corps il dit non, ça c'est assez, j'ai plus besoin, fait qu'on envoie le reste ailleurs dans les urines. Exactement. Puis c'est là que ça fait en sorte que ça peut scraper les reins. Carrément. Ben oui, à long terme, oui. Si tu bois pas en plus. Y en a-tu beaucoup des athlètes comme ça? Ben, il y a beaucoup de gens qui prennent trop de cochonneries. Ouais. Hey, si tu savais le monde que j'arrête de prendre tous ces bebelles-là, c'est incroyable. Comment ils croient, là? Ouais, mais Denis, tu peux pas me faire arrêter la créatine, tu peux pas me faire arrêter les protéines, tu peux pas... Écoute, 1, tu manges de la viande? Oui. 2, tu manges des fruits et des légumes? Oui. Tu manges du poisson? Oui. Ben, tu vas tout trouver ça là-dedans. C'est pas quelque chose qu'on a inventé, là. C'est quelque chose qu'on a extirpé de la nature. Parce que les gens en prennent parce que c'est plus facile que de le manger, maintenant. Ben, c'est plus facile que de le manger. Parce que la dernière affaire que les gens vont gérer, c'est leur nutrition. Pourquoi 90% des gens qui sont en gym, tu vois à peu près jamais de résultats? Ils vont juste s'entraîner et ne gèrent pas la nutrition. C'est la première affaire qui devrait être gérée. Comment tu t'alimentes? Mais les gens ne le font pas. Donc, ils s'entraînent, ils font un maintien. Tant mieux. Tant mieux, déjà, au moins, il y a un maintien. Mais les gens qui vont un peu plus loin dans l'entraînement, moi, c'est toujours ce qui a bloqué. C'est les gens veulent seulement s'entraîner et veulent seulement s'entraîner davantage et davantage et davantage dans l'espoir d'atteindre un plus haut niveau de condition physique, dans l'espoir d'avoir des plus beaux muscles, dans l'espoir d'être plus découpé. Mais à un moment donné, je leur dis, mais c'est parce que tu ne gères pas le reste. Tu ne gères pas ton sommeil, tu ne gères pas ton alimentation, tu te bourres de suppléments, puis c'est pas ça qui te donne tes résultats. Mais tu ne veux pas gérer ce qui donne les vrais résultats. Tu sais, moi, Denis, je m'entraîne vraiment pour rester en forme, puis peut-être un peu d'apparence aussi. Je veux pas avoir le dos, oui, voûté. Le dos courbé Ouais. et tout ça. Mais je pense que tu marques un point, c'est que les gens vont s'entraîner pas mal plus pour l'apparence que pour la forme physique. Ouais. À partir d'un certain âge, là, je pense que quand tu vieillis, tu es capable de dire, regarde, je pense à d'autres choses dans ma tête. Là. Mais quand on est jeune, je pense qu'on veut grossir, on veut avoir des gros muscles saillants pour l'apparence et non nécessairement pour être vraiment en forme. Non, c'est une très grosse différence. Il y a une autre chose que tu vas trouver peut-être bizarre que je vais te conter. C'est quand tu fais de l'entraînement musculaire, la variable qui produit le plus de résultats, outre la charge puis le nombre de répétitions, c'est ta concentration sur le mouvement. Et quand pour moi, là, s'entraîner, c'est une méditation au mouvement. Moi, quand je rentre dans un gym, c'est que je suis focalisé sur mon mouvement. Mais imagine tout le monde qui sont avec leur cellulaire, qui sont toujours font une répétition et regardent, veux-tu une notification, quoi que ce soit. Là? Entraînement perdu. Ça vaut rien, ça. Ça vaut à peu près rien.
C'est vraiment fascinant. Alors que genre 80% des gens au gym sont avec le cellulaire en train de regarder ce qui se passe sur Instagram pendant qu'ils s'entraînent. Ouais. Tu sais, moi, je me mets ma musique, puis après ça, je pars mon set pendant 45 minutes. Mais j'essaie de pas trop surfer. Ouais, puis en plus, ben, c'est ça, l'alimentation, c'est la base. Plutôt, ben, c'est ton leitmotiv, l'alimentation. C'est ton entreprise. Là. Tu t'occupes des gens qui ont des problèmes de poids, puis tu t'en occupes avec eux par une alimentation qui est saine. Oui. Oui, puis la base est assez simple. Tu sais, tu commences par l'aspect bioénergétique, les calories, protéines, lipides, glucides que ton corps a besoin. Un coup que tu as fait ça, ça te prend 6 semaines à maîtriser ça. Après ça, tu rentres dans la qualité alimentaire. La qualité alimentaire, c'est OK, je prends du trop de café, qu'est-ce que je peux régler? Est-ce que j'ai intégré assez de fruits? Est-ce que j'ai intégré assez de grains entiers? Est-ce que j'ai intégré des protéines de qualité? Tout ça, tu le regardes progressivement. Mais les gens, quand ils rentrent là-dedans, ils sont tellement pressés, ils veulent tellement des résultats immédiats qu'ils ne veulent pas faire ce travail qui va leur servir pour le reste de leur vie. Tu sais, la société, c'est ça. Ils veulent tricher pour aller plus vite. Oui, c'est ça. Mais il n'y a rien qui marche, biologiquement, il n'y a rien qui marche rapidement. Sauf que le fait que tu ralentisses et que tu te mettes à y réfléchir, à long terme, tes résultats vont être plus spectaculaires que si tu continues à faire toutes les conneries que tu fais. Mais le monde ne veut pas changer le mindset, ne veut pas changer d'état d'esprit. Ça veut le rapide, ça veut les prouesses. Puis souvent, quand tu vas aller trop vite, ça te met face à tes incapacités. Tandis que le fait de ralentir et d'avoir des petits objectifs progressifs, ça te démontre toutes tes capacités. Et ça te démontre à quel point ton corps peut se transformer, il peut changer. Tu sais, je me rappelle les premières fois où j'ai mis les pieds dans un gym, ça s'appelait le Gold Gym, c'était à Limoilou. Oui. Je rentre là, je devais peser 100 livres, ben 30, puis j'arrive dans le gym, puis il y a des monstres, là. Écoute, des gars de 200, 240, 260 livres, des gars qui sont extrêmement musclés. Puis, tu sais, je t'avouerais que si à ce moment-là, on m'avait dit, Yann, il y a des possibilités de tricher pour que dans très peu de temps, tu sois gros comme eux autres, j'aurais peut-être eu l'idée de le faire. Parce que sérieusement, s'entraîner, quand on est jeune, on a juste un objectif, c'est être comme nos pères. Puis vivre dans le regard des autres. Quand quelqu'un te regarde, hey, Chris, t'as de l'air en shape, toi. On dirait que hey, merci, c'est gentil. On vit dans le regard des gens. Plus on vieillit, plus on fait fi du regard des gens, puis on vit pour nous autres. Puis c'est ça que la vieillesse fait. Mais quand on est jeune, on se compare avec les autres. Puis quand on rentre dans un gym où tout le monde est immense, puis toi, t'es le maigrichon de la place, c'est normal des fois de vouloir couper certaines places. Mais tu te nuis, comme tu le dis. Tu me rappelles une histoire, c'est que j'ai un jeune athlète, à l'époque où je le vois, il a 17 ans, puis il n'est pas très grand. Mais lui, il voulait aller dans des sports où tu as besoin de grandeur. Et les entraîneurs l'ont amené à des charges tellement lourdes. Et tu ne peux pas entraîner un jeune avec des charges lourdes avant qu'il ait fini sa puberté, parce que tu ralentis sa croissance. Fait que le petit gars, je pense qu'il a jamais 5 et 4. Imagine. À 17 ans, là, il ne grandira plus. Là. Il y a eu trop de pression. Puis tous les entraîneurs, personne qui le savait, là, cet aspect-là, tu ne fais pas ça. Quand la puberté sera passée, là, tu commenceras un développement musculaire, en sachant que le développement musculaire est progressif. Tu ne peux pas passer. Si tu vois un jeune de 18 ans qui, un an plus tard, il a pris, je sais pas moi, 15 kg, 20 kg de masse musculaire, là, ils l'ont mis ça à dos. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a toutes ces notions de performance sportive-là. J'adore le sport, c'est là-dedans que j'ai étudié, j'adore l'exercice, mais toute la dimension de performance sportive, aujourd'hui, la manière dont je le vois, j'éloignerais tous les jeunes de ça. Parce que... Je te comprends. Je regarde au gym là, des fois, puis même moi, je me fais prendre. Je fais un set, je sais pas, je m'en vais faire un peu de bench, je me relève, puis là, je me regarde dans le miroir, je fais « Hein, ça paraît dessus! » Oui. Je viens de faire 3 séries de 8, ça paraît dessus, j'ai-tu grossi? Puis si t'as eu un petit peu de volume, c'est rien que par le flux sanguin. Hein? À ce moment-là, hey, c'est pas immédiat. Laisse-nous dans nos accroires, Doc. Laisse-nous dans nos accroires. Mais c'est ça, puis des fois, je rentre dans le vestiaire, je m'en vais me changer, puis je vois que les jeunes gars se regardent dans le miroir après leur entraînement. Ben oui, c'est l'image qu'ils ont, c'est ce qu'on leur a donné. Ce que tu as
Plus tu as un corps défini, plus c'est spectaculaire, plus tu vas pogner avec les filles, plus tu vas être. On va t'admirer. Mais on ne les enseigne pas que la base, c'est ton état d'esprit. Exact. Et ta performance repose pas. Oui, repose sur tes muscles quand tu es un athlète. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut que tu sois plus intelligent que tes muscles. Si on te vend juste des muscles, tu es un petit peu fini. Mais quand tu es jeune, tu peux pas le comprendre comme des gars de notre âge. Tu embarques un peu dans le processus. C'est pour ça que ça prend des entraîneurs intelligents l'entour pour les guider. Moi, je me rappelle, je ne sais pas si tu as connu Denis Bernard, qui était à l'Université Laval, qui s'occupait de hockey. Tu avais une philosophie de hockey incroyable. C'était la philosophie qui primait sur tout le reste. Mais ça, est-ce qu'on la trouve aujourd'hui? Non, parce que le but, c'est de gagner. Et de gagner à tout prix. C'est triste. Et pourquoi le dopage sportif? Allons un petit peu plus loin. Quand on voit un athlète qui se dope, là, on le crucifie sur la place publique. Mais la réalité, là, quand tu as des parents qui poussent les enfants à performer, puis les enfants veulent performer parce que les parents les poussent à performer, puis on leur a fait croire que c'est la chose la plus importante dans leur vie et dans la société, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont regarder un autre gars qui dit « Hey, moi, je prends tel produit. » Tu prends peut-être pas un produit dopant, mais je veux pas être en arrière, je vais l'essayer. Les parents vont être d'accord, on va essayer. Les parents qui m'appellent « Denis, mon gars, pourrais-tu prendre de la créatine? Pourrais-tu prendre telle affaire? » Non, c'est toute de la merde. Pas tout de suite. OK? Puis si tu as à le faire, je vais t'expliquer comment le faire un jour. Ouais, mais là, il va-tu être moins performant? Non, il ne sera pas moins performant. Mais là, ils font pareil. Ouais. C'est drôle que tu me dises ça. Je parlais avec Bruni Sourin, puis lui, Bruni Sourin, durant le temps en fait, durant toute sa carrière, il a dû courir contre des gars qui étaient dopés. Puis Ben oui. Tout le monde le savait. Là. Je veux dire, quand un athlète olympique qui était dopé, qui était le spécialiste du 100 mètres, c'était comme les vedettes des Olympiques. Ah ouais, c'était les stars. Quand il rentrait dans la pièce, je veux dire, tu regardais les paires de cuisses, puis c'était des monstres, là. C'était des monstres incroyables. Et Bruni Sourin disait, tu sais, moi, j'en ai jamais pris. Puis là, j'en venais qu'à arriver dans les hôtels, regarder contre qui j'allais compétitionner la journée même. Je me disais, bon, ben là, j'arriverai pas premier, j'arriverai pas deuxième, lui, il est dopé, troisième est dopé. Oui. Quatrième est dopé, on va peut-être arriver cinquième. Puis à un moment donné, il a rencontré un psychologue sportif qui a dit « Pourquoi tu fais ça, Bruni? Pourquoi tu te compares avec les autres? Tu n'as pas à te comparer avec les autres. Quand tu arrives à l'hôtel, là, regarde à terre. Pense à tes affaires à toi. Oui. Pense à ton couloir. Pense à ton départ. » Puis ce qu'il disait, c'est qu'à partir du moment où il a rencontré ce psychologue sportif-là, il l'a aidé à progresser, même s'il ne prenait pas de produits dopants. Ben oui. Parce qu'il gérait ses propres affaires. Ce qu'il pouvait gérer, il le faisait. Pour le reste, que les autres se dopent, tu ne peux pas gérer ça. La dope n'est pas une garantie que tu vas gagner. Lance Armstrong, le cycliste, qu'on a crucifié sa place publique parce qu'il a pris de l'épaule et tout ça, des produits dopants, c'était pas le plus en forme à l'époque, quand il faisait le Tour de France. Personne n'a jamais dit ça. Lui, il avait un VO2 max d'à peu près 84. Là. Il y en avait des meilleurs que lui. Et c'est lui qui a gagné. Donc, il n'y a pas juste ça. Ouais. L'aspect psychologique, quand tu le mentionnes, est très important. Mais sauf que, si on revient à ce que je te disais, c'est qu'on pousse tellement les gens vers la performance qu'à un moment donné, ça commence jeune avec des suppléments. Ça va avec des produits un petit peu plus forts à un moment donné, des stimulants. Puis là, à un moment donné, quand tu arrives dans un haut niveau de compétition, ben là, si tu veux gagner, ben, ça te prend l'épaule, ça te prend les stéroïdes, ça te prend les hormones de croissance, ça te prend le cocktail. Je ne sais pas si c'est des légendes urbaines, puis je ne suis pas une étude scientifique moi-même, là, mais je me suis jamais blessé, moi, dans le sport. Au hockey, je me suis jamais blessé. J'ai jamais eu de blessures intenses. Je me suis fait mal à certains endroits, c'est tout à fait normal, dû à des chocs, mais il y en a qui... il y a de plus en plus de jeunes, puis tu vois clairement qu'ils ont pris des produits et tout ça, puis ils sont tout le temps blessés. Ben, écoute, si tu prends des produits, si tu prends des stéroïdes, l'impact que tu vas avoir, un stéroïde fait grossir le muscle. Qu'est-ce que le cœur? Le cœur, c'est un muscle. Fait qu'ils vont se ramasser avec des cœurs hypertrophiés. Ouais. Ça crée des problématiques au niveau des tendons. Donc, plus de faiblesse au niveau des tendons. Fait que ça, c'est des jeunes qui vont aller chercher des performances de plus en plus grandes pour un corps qui n'est pas capable de répondre à ça. Donc, les blessures vont être plus fréquentes. Et après, les récupérer, ces blessures-là, ça devient long. Fait que tu as des jeunes qui s'entraînent par blessure, par-dessus blessure, par-dessus blessure, par-dessus blessure.
Mais ils peuvent-tu se blesser plus, je sais pas moi, aux tendons, aux articulations? Ouais, tendon, articulation, ça va être souvent là que tu vas avoir des blessures, généralement. Puis les blessures aux articulations, je veux dire, y a-tu des moyens de prévenir ça? Ben, moyen de prévenir ça. La manière que tu t'entraînes, ta récupération, ton alimentation, puis si tu es toujours à 100%, 10% de tes capacités quand tu t'entraînes, ça va craquer à un moment donné. Donc, il y a toute cette gestion de la performance qui ne se fait pas nulle part. Parce que, écoute, je regardais le repêchage au niveau des jeunes joueurs de hockey, puis les tests qu'ils leur faisaient faire, hein, c'est toute une maladie mentale. Là. On fait croire aux jeunes qu'être à fond tout le temps, c'est ça la victoire. C'est ça, il faut que tu sois. Non, il y a... Tu peux pas voir la détermination avec ce type de test-là? Tu vas voir la détermination, effectivement, parce que moi, quand je les faisais, les professionnels, tu le voyais qu'ils étaient déterminés et qu'ils ne l'étaient pas. La seule problématique que je voyais, c'est que si on rentre dans la tête du jeune, il faut que tu sois toujours comme ça. Et que tous tes entraînements doivent être à 110% de tes capacités. Là, tu vas être épuisé. Là, tu vas être épuisé, tu vas te vider, puis tu n'auras plus de performance. À un moment donné, tu vas rentrer en burn-out, tu vas rentrer en dépression, puis il n'y a rien qui va avancer. Parce que même si tu veux, même si tu as la condition mentale pour être capable d'endurer 110% de tes capacités en tout temps, ton corps va dégrader. Et quand ton corps va dégrader, tes performances vont dégrader. Et là, tu ne comprendras pas pourquoi. Tu vas faire l'inverse, au lieu de te reposer, d'aller bien t'alimenter et de mieux gérer ton sommeil, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pousser la dose d'entraînement. Et là, tu fais le contraire de ce que tu devrais faire, tout craque. C'est très mal organisé, la notion de performance sportive. Il y a des endroits, je sais que c'est extrêmement bien géré, mais de ce que je vois, de façon générale, c'est très triste. Ben moi, ce qui me fait halluciner, c'est quand on regarde des joueurs dans les nationales, mettons, prenons chez les Canadiens, il y a des joueurs qui sont jamais blessés, puis il y en a d'autres qui sont tout le temps blessés. Puis des fois, tu es capable de voir, bon, c'est dû à un impact, mais d'autres fois, c'est juste parce qu'il a patiné et il y a quelque chose qui a lâché. Oui. Mais il y a des niveaux de conditions physiques, hein, assez différents je vais te donner... je ne sais pas si mon exemple va être bien expliqué, tu pourras me corriger. Quand je testais les joueurs de la Ligue américaine, okay, et quelqu'un qui était capable de faire la Ligue nationale, ouais. Au point de départ, quand je disais go sur le test, le gars qui était capable de faire la Ligue nationale, c'était 300 watts. Tout ce qui était en bas de 300 watts, je savais qu'il ne ferait jamais la Ligue nationale. Mais si tu arrives avec un gars, okay, qui était capable de faire la Ligue nationale, mais qui, pour une raison quelconque, était à la limite de ses capacités, puis les surexploite tout le temps, c'est lui que tu vois craquer. Parce qu'il n'y a pas la condition physique nécessaire pour maintenir la demande qu'on lui impose. Et ça, je l'avais dit à une équipe de la Ligue junior majeure. Il poussait, l'entraîneur-chef poussait ses joueurs tout le temps au maximum. Il disait, Denis, je vais améliorer leurs conditions physiques. C'est parce que quand je les avais testés, j'ai dit, excuse-moi de te dire la vérité, mais c'est toute une gang de pas bons. Là. Ils ne sont pas en forme, tes gars. Tu les amènes à un niveau où ils ne sont même pas rendus. Ce qui fait que tu voyais des blessures, tu voyais des gars un peu déprimés, ça allait pas bien dans l'équipe. Mais non, mais gars, voici... Mais même dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, tu as dû intervenir de cette façon-là, puis ce serait-tu la même chose une fois de temps en temps dans la Ligue nationale de hockey? Ben oui, c'est assez... Mais pourquoi il n'y a pas de Denis Boucher dans leur entourage pour dire, écoute, j'ai regardé ta dernière saison, mettons 23% de tes joueurs se sont blessés. Je trouve que c'est des statistiques qui sont peut-être un peu trop élevées. On peut-tu voir ce qu'on pourrait faire pour que ce soit différent la prochaine? Je te parle de mes dernières expériences, là, qui remontent à quelques années dans la Ligue nationale. À cette époque, il y a des mentalités très archaïques. C'est des anciens joueurs qui sont là, qui répètent les méthodes qu'ils ont apprises. J'ai toujours fait ça, ça a toujours bien été. Ça va continuer comme ça. Puis tu arrives avec des nouvelles méthodes, ou tu arrives avec de la science un petit peu plus poussée. Si tu as un préparateur physique qui ne connaît pas très bien la patente, il te voit comme une menace, tu n'auras jamais de contrat avec la Ligue nationale. Les autres, c'est avec les Flyers. C'est avec les Flyers. Ouais. Mais tu sais, le gars était ouvert. Là. Le gars, il cherchait ces informations-là pour que ses joueurs deviennent meilleurs. C'était une mentalité très différente. Tu sais, on n'a jamais eu d'autres contrats avec d'autres équipes de la Ligue nationale. Je pense que mon ex-collègue François les fait encore, les Flyers. Mais je ne suis pas sûr qu'il y a d'autres contrats d'autres équipes dans la Ligue nationale. C'est quand même curieux, là. Je veux dire, que tu pognes des gars de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, puis que le coach dit non, on va tout le temps les pousser au fond.
Puis je vais t'avouer que moi aussi, je pensais que c'était ça. Là, quand je joue Mais tout le monde pense que c'est ça. Quand je joue de hockey, là, des fois, je me dis, OK, bon, ben c'est mes 2-3 derniers chiffres, là, je vais donner tout ce que j'ai, fait que comme ça, la prochaine game, je vais déjà avoir ça de fait. Mais c'est pas ça. Au soccer, les meilleurs athlètes au monde, les meilleurs joueurs de soccer, Ils passent le temps à marcher. quand ils ont analysé leur déplacement, c'est eux autres qui se déplacent, c'est eux autres qui se déplacent le moins. Ils dosent leurs efforts. Ils dosent leurs efforts puis se déplacent au bon moment, à bonne vitesse. Ils ne sont pas toujours dans le... C'est pour ça que je te dis, toute cette dimension de la performance sportive repose sur des vieilles idées où c'est tout le monde à fond tout le temps et il n'y a aucune stratégie, il n'y a aucune science là-dedans. Ça évolue à beaucoup d'endroits, mais écoute, si moi j'arrive, j'ai été dans le plus souvent, quand je suis arrivé dans le monde professionnel, les endroits où on me bloquait de rentrer, c'est les gens qui me voyaient comme une menace. L'entraîneur qui ne comprenait rien à ce que je faisais. Puis il ne comprenait pas que j'étais juste là pour lui expliquer. Et comment faire pour améliorer tel athlète. Tu sais, je me souviens, à un moment donné, c'était le ski de fond. Le ski de fond, là, écoute, l'entraîneur me détestait avant même que j'ouvre la bouche. Parce que pour lui, j'étais une menace en partant. Mais non, mais je ne suis pas là pour prendre ta place. Je suis juste là pour évaluer tes skieurs et te dire, voici ce que tu devrais faire pour aller chercher le petit 2% d'amélioration que tu as besoin pour qu'il passe de la 10e place à la 5e place. C'est plus facile de dire que c'est la faute du fartage. Ah oui! Les farteurs, c'était pas les bons un matin. C'est un monde vraiment étonnant. On est avec Denis Boucher. Denis Boucher, on peut te rejoindre à denisboucher.com. Tout le temps. Le plus facile, le plus simple, vous avez toutes mes coordonnées. Si vous avez des problématiques de poids puis vous voulez régler ça une bonne fois pour toutes, denisboucher.com. On fait une courte pause et on revient tout de suite. Ce soir, on a le plaisir de passer la soirée en compagnie de Denis Boucher, Doc Boucher, le spécialiste des petits gros. Hey, on parlait de blessures articulaires tantôt, Doc, puis je me posais des questions pourquoi il y a des gens qui étaient tout le temps blessés. Puis là, tu as répondu à nos questions. Dans le cas où on a une blessure articulaire, on a notre véhicule, on entend ce bon vieux Doc qui parle sur les ondes de boulevard, puis on veut recommencer à s'entraîner. On fait comment pour recommencer à s'entraîner après une blessure articulaire? Normalement, quand on te donne exemple un programme cardio, ouais, on va te dire voici les fréquences cardiaques que tu dois respecter. Étrangement, les gens qui ont une blessure articulaire ou musculaire, qui recommencent à s'entraîner, essaient d'aller atteindre leur fréquence cardiaque en luttant contre la douleur. Mais ton principal gérant de l'intensité, c'est ta douleur. Il ne faut pas que tu aies de douleur. Fait que même si on t'avait dit c'est 150 battements minute ta zone, si à 115 battements minute, ta douleur apparaît, ralentis. C'est ta douleur qui va déterminer l'intensité de ce que tu vas faire. Je comprends. Et si tu t'entraînes en bas de la douleur, ça veut dire que tu stimules ton corps à récupérer. Si tu t'entraînes à 150 battements minute en luttant contre la douleur, tu es en train de dégrader. Tu es à risque de rechute. Et il faut donc que tu oublies le grand paramètre global de la fréquence cardiaque pour dire, je vais évaluer ma douleur. Exemple, sur une échelle de 0 à 10. 0, pas de douleur. 10, douleur maximum. 3, c'est moyen. Tiens-toi à 2. Reste à 2. OK. Reste à 2. Léger. Douleur légère. Tu ne brises jamais ton corps. C'est ça qui va déterminer. Et c'est là que se passe la meilleure réadaptation. Les maux de dos. La pire chose que tu puisses faire, c'est une douleur au dos, parce que lorsque tu t'es blessé au dos, les muscles, leur rôle, c'est de se crisper pour limiter la mobilité de ta colonne lombaire. Mais ça, à ce moment-là, si ça dure 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, ta douleur au dos, ton cerveau, il a oublié comment faire le bon mouvement. Si on te ramène en gym pour faire la charge des mêmes poids que tu faisais, tes risques de te blesser sont élevés. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu commences par de la base. De la mobilité, de l'équilibre, des étirements, de la petite charge légère. Et là, tu vas réadapter ton dos parce que tu vas permettre à ton dos de retrouver la mobilité. Mais si tu es à haute charge, et qu'à tous les fois que tu es à haute charge, tu stimules à chaque fois cette manière qu'a ton dos de se crisper, ben, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, tu vas faire un faux mouvement, tu vas te blesser. Ouais, d'après moi, ce que tu es en train de dire là, c'est les hommes forts, ils ne comprennent pas ça nécessairement. Mon chum Jocelyn Lusignan, j'ai déjà dit, y a-tu des fois où tu t'entraînes, t'es pas mal? Il dit, on a tous été habitués à s'entraîner avec la douleur. Puis il me semble que c'est là les moments où tu peux te faire vraiment mal. Oui, oui, absolument.
Mais eux autres, le seuil de la douleur est repoussé. Sont capables de fonctionner avec des douleurs articulaires, musculaires très importantes. Puis, ils sont toujours à la limite juste avant que ça craque. À long terme, sur la santé physique, qu'est-ce qu'ils vont avoir l'air à 50, 60 ans, 70 ans? Bonne chance. Ils vont boiter. Je ne sais pas si tu as vu, je sais pas si le culturiste Ronnie Coleman. Je sais pas si ça dit de quoi. Ben, il rentre en chaise roulante. Ben oui, Ouais. tu penses. C'est à cause de ça? Ben oui, il s'est scrappé à l'entraînement. Tu sais, c'est spectaculaire les gros muscles, mais les années. Imagine, là, tu t'entraînes 5 à 6 heures par jour. Puis là, ce que tu veux bencher à 500 livres, tu veux faire un squat à 650 livres, tu veux le faire le plus souvent possible pour être le plus gros possible, par-dessus une consommation de stéroïdes épouvantable. Penses-tu que c'est santé? Ben non. Tu sais, Coleman, il devait être un adepte des stéroïdes aussi. Ben oui, il n'y a pas un culturiste qui n'est pas ses stéroïdes. C'est triste quand même quand tu y penses. Il y a pas j'allais dire des Olympiques, là, mais il n'y a pas des compétitions pour les gars et les filles qui sont pas dopés. Oui, naturel, oui. Ouais. Puis comment ils font pour savoir que la personne est naturelle? Ils vont faire des tests. C'est des tests de sang. C'est des tests de sang. Puis Des aussi tests la forme, la gestion physique, là, la morphologie. Es-tu capable de le voir, toi? Quelqu'un qui prend de... Ouais, je sais, à un moment donné, à un certain niveau, je commence à avoir des doutes. Ouais. Mais tu sais, je pourrais pas te dire qu'à l'œil, je vais être 100% dessus. Quand il y a des boutons de 2 pouces dans le dos, tu peux te dire que c'est pas naturel. Non, c'est pas naturel. Non, mais l'autre jour, j'ai vu ça au gym où je m'entraînais. Le gars, il était en camisole avec des boutons, là. Ça ressemblait à des kisses dans le dos, puis il était comme sur le point de... Ça ressemblait comme à un volcan, là. Ouais. J'étais là, mais mon Dieu, comment tu peux vivre de même, man? Lâche la dope, là. Il y a très longtemps, puis je peux en parler, je nommerai pas le nom, parce que je sais que le gars est mort aujourd'hui. Là. Il rentre dans mon bureau, puis c'est un culturiste, puis il me dit, Doc, il dit, je prends des stéroïdes, mais il dit, je bande plus. Je dis, qu'est-ce que je fais? Ben, lâche les stéroïdes. Ouais, mais je bencherai plus autant. Ben, tu bencheras plus autant. Voilà. Tu sais, t'as le choix dans la vie. Ouais. Relation sexuelle satisfaisante ou ton bench. Ben, Hein? mais- L'entre-deux, on le sait pas, là. Moi, j'ai mes priorités, j'aurais lâché le bench. Ah, moi aussi. On termine avec les préventions des chutes pour ce qui est des personnes âgées. Hey, fracture de hanche, une personne âgée, c'est assez majeur. Ça peut être fatal. Ben, d'ailleurs, ma belle-mère, c'est ça. Là. Elle rentrait à l'hôpital, elle débarquait du lit, elle a tombé, fracture de hanche. Puis ça s'est arrêté là cette semaine pour elle. Tu as remarqué la démarche d'une personne âgée? Les jambes raides, peu de mobilité, ils tentent de rattraper leur équilibre. Ouais. Quand tu plantes vers l'avant, toi puis moi, mettons, on s'enfarge dans quelque chose. On plante vers l'avant. On a le Les réflexe de muscles- mettre nos mains. Oui, puis les muscles de notre dos vont nous relever, vont relever le haut de notre corps. Mais dans les études scientifiques, lorsqu'ils mettent une barrière, ils attachent les personnes âgées, là. Ils les font marcher, puis ils lèvent une barrière du sol, puis s'enfargent dedans. Mais si toi et moi on le fait, là, dans notre dos avec l'électromyographe, notre dos nous relève. Mais les personnes âgées, elles, plantent direct. Piou! Par en avant. Ils plongent, ils perdent l'équilibre, ils plongent, puis ils tombent. Le meilleur moyen, encore une fois, c'est entraîne-toi le plus longtemps possible. Fais des exercices d'équilibre. Je ne sais pas si tu as vu les petits coussins. Les petits coussins, il y a des gens qui marchent dessus. Ah, je vois ça au gym, là, je me demande tout le temps à quoi ça sert. C'est exactement à ça que ça sert. Ça sert à faire une stimulation au niveau de la colonne vertébrale pour que tes réflexes qui maintiennent ton équilibre restent éveillés. C'est vraiment... Ah ouais, ok. Ah oui, c'est vraiment spectaculaire. Où je m'entraîne, moi, là, on a un monsieur de 90 ans qui s'entraîne 3 fois en semaine. Mais ça me t'a voir sur ton petit coussin avec ton bandeau dans les cheveux, là. Ce sera beau, Faire hein? tes petits tests d'équilibre. Oui, Mais je savais pas, ouais, les personnes âgées, ils piquent directement la pique tête à directement par en avant. Et le seul moyen de contrer ça, c'est vraiment le développement de la masse musculaire et les exercices d'équilibre. Et si tu fais ça, ben, tu as beaucoup moins de chances de te ramasser à pleine face puis de te fracturer une hanche. Mais tu sais, encore, c'est des choses simples que je te raconte, mais on ne l'enseigne pas nulle part, on ne le pratique pas nulle part, on ne le fait pas nulle part. Tu sais, moi, depuis que je t'ai rencontré, Doc, c'est pas une histoire d'amour, là. Je t'aime bien, là, mais tu sais, depuis que je t'ai rencontré, j'applique énormément de choses que tu me mentionnes. Puis, tu sais, s'il y a quelque chose que tu m'as mis dans la tête dès le départ, c'est de ne jamais abandonner jusqu'à la fin la mise en forme. Tu sais, je veux pas être un bodybuilder, mais je veux juste être capable d'être debout encore à 80 ans ou 90 ans si je tape jusque-là, tu sais.
Parce que je veux pas être la personne qui se promène avec sa marchette, tu sais, parce que je me suis limité à partir de 45 ans, ah, ma vie donc ben dure, ben là, je vais me parquer plus proche de la porte d'entrée du centre d'achat, je vais me parquer plus proche de la porte d'entrée à la job, parce que je veux moins marcher, ça fatigue. Mais tu vois, tu as adopté... Parce qu'on se limite. Oui, ben tu as adopté une chose qui est très importante, qui est ton langage verbal. Comment tu te parles de toi-même par rapport au futur. Puis tu fais très bien les deux comparaisons. Mais tu me fous-tu à la chienne, là? Tu me fous-tu à la chienne? Au moins, j'ai servi à quelque chose. Mais la manière de te parler, ah non, je suis fatigué, je peux plus faire ça, je vais ralentir, ben tu te ramènes, tu vas suivre, ton corps va suivre ce que tu penses. Là. Mais si toi, tu as une vision à long terme et tu dis c'est de maintenir le plus longtemps possible ce que je vais faire sans m'épuiser, sans me blesser, wow! Ah, je me stationne en arrière parce que je sais qu'en avant, il y a un ascenseur. Mais quand je me stationne en arrière ici à la station, ben, je passe par les escaliers en arrière. Mais tout ça, c'est des détails tellement importants. Mais je te cacherai pas que la lâcheté puis l'âge, c'est fort. Parce que des fois, je me dis, ben, peut-être que je pourrais descendre par les ascenseurs quand je finis de travailler. Puis là, je me dis, non, faut que je pogne les marches. Ouais. À chaque fois que tu fais un choix, tu succombes pas à tes excuses. Parce que notre cerveau, il est fait pour souffrir le moins possible. Oui. Oui, puis il est fait pour prendre des excuses. Ah ben là, aujourd'hui, j'ai pas bien le temps, je vais prendre l'ascenseur. Mais le lendemain, tu as le temps de monter les escaliers, mais tu es resté sur ton excuse d'avant. Ça prend vraiment une discipline de vie et une volonté d'en faire pour dire, écoute, je planifie ma vie à long terme et tous les petits comportements d'exercice que je peux y intégrer vont changer ma vie. Je vais t'avouer que la fin de semaine, avec ma petite gourde d'eau qui goûte à rien, tu me fais chier, Doc. Mais je sais que tu nous dis ça, que tu sois à la radio ou dans tes chroniques avec Jeff, je sais que tu nous dis ça pour notre bien. Oui, oui. Ta job, c'est d'aider le monde à garder une santé physique puis à la retrouver pour ceux qui ont des problèmes de poids. Puis tu réalises-tu que tu n'as pas besoin de rien acheter? Non. Tu peux tout mettre ça en place puis ça va fonctionner. Ah, puis ma blonde, elle me trouve tannant. Je dis, c'était le doc qui m'a dit telle affaire. Arrête ça, parce que je te l'ai dit, elle faisait. Elle n'était pas capable de faire une corrélation entre. Corrélation, je pense que c'est pas le bon mot. Elle me disait qu'elle voulait retrouver son poids de jeunesse. Son poids de jeunesse, mettons 114. Puis là, elle pesait 118. Mais elle s'en allait, elle allait s'entraîner, elle faisait des poids. Ah oui. Fait que là, je disais, c'est parce qu'Isa, tu vas perdre du gras, mais tu vas gagner en muscle. Donc, ton poids va peut-être même augmenter, voilà. Même si ton taux de gras descend, mais toi, tu juges que parce que tu n'as pas perdu ton poids, ça te déçoit, puis tu t'entraînes pas à ça. Alors que plus tu vas t'entraîner, plus tes muscles vont prendre de l'eau, puis ton poids va être un peu plus élevé, tu sais. Hey, c'est dur de faire comprendre ça. Même si tu arrives avec des résultats, en même temps, on ferait les mesures. Là, j'ai dit, tu vas aller voir la fille au gym qui est une spécialiste, là, qui est propriétaire de ce gym-là, puis, tu sais, fais calculer ton taux de gras. Si c'est vraiment ça que tu veux maigrir, fais calculer ton taux de gras. Elle va te le dire si tu as maigri. Ben oui. Mais ton poids, ça n'a aucun lien. Il faut vraiment que tu quantifies. Non, ton poids, c'est ta masse grasse, ta masse maigre, ta masse osseuse, ton taux d'hydratation. C'est ces composantes que tu analyses, il faut que tu vois comment elles évoluent par rapport à ton poids. Ton poids n'est pas un bon indicateur de tes progrès. Jamais. J'espère que ça va y rentrer dans la tête. Un jour peut-être, il y en a qui réussira-t-on. T'as réussi avec moi, j'ai une tête de cochon. Ouais! T'as réussi un petit pas à la fois. Pour les gens qui veulent te rencontrer, Doc, ils peuvent faire quoi? DenisBoucher.com, toutes les informations sont là, puis vous avez toutes les coordonnées. Si vous voulez me parler, c'est toujours moi qui réponds. Hein. Ouais. Vous m'écrivez, c'est moi qui réponds. Vous prenez rendez-vous, une visioconférence, c'est à moi que vous avez parlé. Vous appelez, c'est moi qui réponds. Denis Boucher, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux aussi? Partout, Facebook, LinkedIn. T'es rendu super actif. Oui, hey, j'aime beaucoup ça. Un petit conseil de temps en temps, un petit... on dirait un jeune homme. Un petit comme... Oui, j'adore, non, sincèrement. Là. Ouais. Tu sais, ben, on a un moyen de communiquer avec le monde. Ouais. Partout sur la planète. J'ai-tu vu passer sur TikTok? Ouais, TikTok. Ouais, j'ai vu passer sur TikTok. Je me disais, regarde, tabarouette, t'as TikTok, là, du Doc Boucher. Ouais, c'est pas là que je suis le plus populaire, mais je me dis, le réseau social est là. Mais tu commences, à un moment donné, il y a une madame qui va te trouver beau, elle va liker, puis là, les autres madames, ils vont te trouver beau, puis ils vont liker aussi. Tu sais, Yannick, mon dernier post sur TikTok, c'est 250 personnes. Comment ça prend le temps de rentrer 250 personnes dans une salle?
Ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps, hein? Ouais. Mais là, je les ai instantanés. Fait que pour ça, les gens qui veulent des clics puis des cibles, moi, je m'en fiche. Écoute, 250, je suis très content. Là, je m'imagine toujours une salle de conférence avec 250 C'est ça. personnes. Tu vas réussir tes objectifs, Doc. Ouais, monsieur. DenisBoucher.com, je vous souhaite de passer une agréable soirée sur les zones de boulevard. Puis on se reparle demain.